Imaginez la scène. Vous ouvrez les yeux sous une lumière blanche, presque agressive. Vous ne savez pas exactement où vous êtes, vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé, et face à vous se tient un homme parfaitement calme, protégé derrière une combinaison et une visière. Il pose des questions simples, mais chacune d'elles semble cacher quelque chose. Est-ce un interrogatoire, une quarantaine, une expérience, ou un piège beaucoup plus vaste? Voilà la force immédiate de The Signal. Avant même de donner des réponses, le film vous fait douter de la nature même des questions. Sorti en 2014 et réalisé par William Eubank, The Signal est un film de science-fiction américain qui refuse de rester dans une seule case. Au départ, il ressemble presque à un petit récit de jeunesse, intime et lumineux. Puis il devient un thriller lié au piratage informatique. Ensuite, sans prévenir, il enferme ses personnages dans un univers clinique, froid, où chaque couloir paraît effacer un morceau de la réalité. Cette métamorphose n'est pas un accident. Eubank lui-même décrivait le film comme une histoire qui commence d'une certaine manière avant de basculer complètement, et c'est précisément cette bascule qui continue de diviser les spectateurs. Le film a été présenté au Festival de Sundance en 2014, dans la section New Frontier, un espace naturellement associé aux œuvres qui cherchent des formes nouvelles et jouent avec les frontières du cinéma traditionnel. Aux États-Unis, il est sorti de manière limitée le 13 juin 2014. En France, son arrivée a été beaucoup plus discrète. Pas de grande sortie nationale dans les salles, mais une diffusion en vidéo à la demande à partir du 22 décembre de la même année. Ce détail compte énormément. The Signal n'a pas été découvert comme un grand événement collectif. Pour beaucoup de spectateurs francophones, il a plutôt surgi à la maison, presque par hasard, comme un fichier mystérieux trouvé au fond d'un catalogue. Et au fond, c'est peut-être la meilleure manière de rencontrer ce film. The Signal fonctionne mieux lorsqu'on en sait le moins possible. Son réalisateur l'a clairement expliqué. Une partie du plaisir vient du fait d'entrer dans l'histoire sans mode d'emploi. Le film ne veut pas que vous soyez confortablement installé devant un univers déjà défini. Il préfère vous faire avancer à tâtons. Vous croyez reconnaître un genre, puis ce genre se dérobe. Vous pensez avoir compris la menace, puis un nouveau détail remet tout en cause. Ce jeu peut être fascinant ou frustrant, selon votre patience, mais il donne au film une identité très particulière. Tout commence pourtant de façon assez simple. Nick, joué par Brenton Thwaites, traverse le sud-ouest américain avec Hayley, sa petite amie interprétée par Olivia Cooke, et Jonah, son ami, joué par Bo Knapp. Ils sont jeunes, doués en informatique et encore à cet âge, où l'on peut transformer un problème sérieux en défi personnel. Leur voyage devrait être un moment de transition, un déplacement entre deux étapes de leur vie. Mais une présence numérique vient perturber la route. Un pirate informatique mystérieux, connu sous le nom de Nomad, les provoque et semble toujours avoir une longueur d'avance. Nomad n'apparaît pas comme un méchant classique. Il n'entre pas dans une pièce en menaçant tout le monde. Il existe d'abord à travers des messages, des traces et une impression très moderne d'intrusion. Quelqu'un observe. Quelqu'un connaît leurs mouvements. Quelqu'un peut entrer dans un système que l'on croyait sécurisé. Cette menace est presque invisible, et c'est justement ce qui la rend crédible. Nous avons tous déjà ressenti ce petit malaise devant un écran. Comment cette publicité connaît-elle nos goûts? Pourquoi cette application sait-elle où nous sommes? The Signal pousse ce sentiment beaucoup plus loin, jusqu'à transformer une curiosité informatique en véritable vertige. Nick et Jonah refusent de laisser tomber. Pour eux, retrouver Nomad devient une question de fierté, presque une revanche. Ils analysent les indices et modifient leur itinéraire afin de rejoindre un endroit isolé. Hayley les accompagne, mais l'ambiance n'a déjà plus rien d'un voyage détendu. La route devient plus vide. Les lumières disparaissent. Le paysage du sud-ouest, immense et magnifique, commence à produire l'effet inverse de la liberté. Plus l'espace s'ouvre, plus les personnages semblent coupés du reste du monde. C'est une idée visuelle très simple, mais terriblement efficace. Il n'y a personne pour les voir, personne pour les arrêter, et peut-être personne pour venir les chercher. Lorsqu'ils atteignent enfin le lieu indiqué, le film ralentit encore, une construction perdue dans l'obscurité. Des pièces qui semblent abandonnées, des bruits dont on ne trouve pas immédiatement la source.
Les personnages avancent avec cette mauvaise confiance que l'on voit souvent chez les gens intelligents. Ils savent que la situation est dangereuse, mais ils pensent encore pouvoir la comprendre. Puis tout bascule. Un cri, une lumière, le noir. The Signal coupe brutalement le fil qu'il venait de tendre, comme si quelqu'un avait arraché le câble reliant le film à sa propre réalité. Nick se réveille ensuite dans une unité d'isolement. Il ne sait pas clairement ce qui est arrivé à Ellie ni à Jonah. Il est interrogé par le docteur Wallace Damon, incarné par Laurence Fishburne, dont le calme devient presque plus inquiétant qu'une menace ouverte. Damon parle avec précision, contrôle son visage et ne donne jamais l'impression d'être surpris. Face à lui, Nick est désorienté, physiquement vulnérable et obsédé par une seule question. Où sont ses amis? Le spectateur, lui, commence à en poser 10 autres. Pourquoi cette installation existe-t-elle? Que s'est-il passé dans cette maison? Qui dit la vérité? Et surtout, qu'est-ce que Damon refuse de dire? C'est ici que The Signal révèle sa méthode. Le film ne construit pas seulement un mystère autour d'un événement, il construit un mystère autour de la personne qui raconte l'événement. Nick possède des souvenirs incomplets. Damon possède des informations, mais il les distribue avec prudence. Les images elles-mêmes semblent parfois hésiter entre le souvenir, le rêve et le fait réel. Nous sommes donc enfermés dans le même problème que le personnage principal. Nous devons décider à quoi faire confiance, alors que presque rien ne peut être vérifié. Le décor blanc, censé évoquer la propreté et la sécurité, devient une page sur laquelle quelqu'un pourrait écrire n'importe quelle version de l'histoire. Cette incertitude explique pourquoi raconter The Signal est si délicat. Décrire trop précisément sa deuxième moitié, c'est enlever au film son principal outil, la surprise. Mais ne rien dire du tout peut aussi donner une fausse impression. Ce n'est pas seulement un thriller de hacker, et ce n'est pas non plus un film d'extraterrestres construit de manière classique. C'est une œuvre qui change volontairement de peau. Elle passe de la chaleur d'un voyage entre amis à la froideur d'un laboratoire, puis ouvre encore une autre porte. Chaque changement vous oblige à revoir ce que vous pensiez avoir compris quelques minutes plus tôt. Ce choix demande une certaine confiance au public. Certains films établissent rapidement leurs règles, puis racontent une histoire à l'intérieur de ce cadre. The Signal fait l'inverse. Il raconte d'abord, puis déplace le cadre pendant que vous regardez. Cela peut donner la sensation que le scénario triche. Pourtant, lorsque l'on revient sur les premiers détails, on remarque que le film prépare plusieurs de ces ruptures. Il ne donne pas forcément toutes les réponses, mais il laisse des signes. Un comportement étrange, une image trop brève, une phrase qui paraît banale avant de prendre un autre sens. Le spectateur attentif n'est pas récompensé par une solution parfaitement propre, mais par la possibilité de reconstruire sa propre lecture. Il y a aussi quelque chose de très humain au centre de tout ce dispositif. Nick n'est pas seulement un jeune homme poursuivant un pirate informatique. Il vit avec une difficulté physique qui affecte sa manière de se déplacer, son rapport à l'aide des autres et l'image qu'il veut donner de lui-même. Il déteste l'idée d'être réduit à sa fragilité. Cette colère silencieuse nourrit plusieurs de ses décisions. Quand le monde autour de lui devient incompréhensible, son besoin de garder le contrôle devient encore plus fort. Le mystère technologique rejoint alors une peur beaucoup plus simple. Que se passe-t-il lorsque notre propre corps ne nous appartient plus tout à fait? La relation entre Nick et Ellie apporte une autre tension. Ils sont proches, mais leur voyage porte déjà le poids d'un changement. On sent qu'ils voudraient profiter du présent tout en redoutant ce qui arrive après. Jonah, de son côté, donne au trio une énergie plus vive et plus spontanée. Ces liens sont importants parce que le film va rapidement séparer les personnages, les priver d'informations et transformer leur affection en moteur de survie. Nick ne cherche pas seulement une sortie, il cherche à retrouver les deux personnes qui peuvent confirmer que sa vie d'avant a réellement existé. Et puis, il y a Laurence Fishburne. Sa présence modifie immédiatement la température du film. Il n'a pas besoin de hausser la voix. Son personnage maîtrise l'espace, le rythme de la conversation et même les silences. Damon semble parfois vouloir aider Nick, puis une question ou un regard suffit à faire revenir le doute. C'est un rôle fondé sur la retenue. Plus il paraît raisonnable, plus nous cherchons le piège. Le film comprend très bien le pouvoir de cette contradiction. Nous avons devant nous l'homme qui possède probablement les réponses,
mais c'est aussi celui auquel nous avons le moins envie de remettre notre confiance. En France, cette proposition n'a pas provoqué un accord général. Les notes du public sur Allociné témoignent d'une réception partagée, et cette division est facile à comprendre. Certains spectateurs admirent l'atmosphère, les images et l'ambition d'un film indépendant qui cherche à paraître beaucoup plus vaste que ses moyens. D'autres lui reprochent son rythme lent, ses zones d'ombre et une conclusion qui ne ferme pas toutes les portes. Ce contraste fait presque partie de l'expérience. The Signal n'est pas le genre de film que tout le monde oublie en sortant. Il pousse plutôt chacun à décider jusqu'où il accepte de suivre une histoire qui préfère le trouble à l'explication complète. Alors, faut-il le voir comme un puzzle, comme une fable technologique ou comme le cauchemar personnel d'un jeune homme qui refuse d'être impuissant? La réponse la plus honnête est peut-être qu'il contient ces trois films à la fois. Sa réussite ne vient pas d'un équilibre parfait, elle vient de l'audace avec laquelle il les superpose. Par moments, les pièces s'emboîtent. À d'autres, elles frottent les unes contre les autres. Mais même ces imperfections participent à cette sensation étrange d'avoir capté une transmission incomplète, un message venu d'un endroit que l'on ne parvient pas encore à situer. Et c'est là que commence vraiment notre exploration. Avant de parler du tournage, des effets visuels ou du sens caché de la dernière image, il faut regarder de près ceux qui portent ce voyage. Brenton Thwaites, Olivia Cooke, Bo Knapp et Laurence Fishburne ne jouent pas seulement 4 rôles dans une intrigue de science-fiction. Chacun représente une manière différente de réagir à l'inconnu. Lutter, protéger, comprendre ou contrôler. La prochaine étape consiste donc à observer leur performance, leur silence et les tensions qui rendent ce mystère crédible bien avant que la technologie ne révèle son véritable visage. Dans la première partie, nous avons laissé Nick enfermé face au docteur Damon, avec une question simple en apparence. À qui peut-il encore faire confiance? Pour comprendre pourquoi cette situation fonctionne aussi bien, il faut revenir aux 4 interprètes qui portent presque tout le film. The Signal possède des effets visuels, des décors inquiétants et plusieurs idées de science-fiction très ambitieuses, mais son mystère ne tiendrait pas longtemps sans un groupe de personnages capables de nous faire croire à leur peur. Ce sont eux qui donnent un poids humain à une histoire qui pourrait autrement ressembler à un exercice de style. Brenton Thwaites joue Nick, le centre émotionnel du récit. L'acteur australien n'essaye pas d'en faire un héros sûr de lui. Au contraire, Nick semble constamment lutter contre ce qu'il ressent, comme s'il refusait de montrer la moindre faiblesse. Il est intelligent, compétitif, parfois impulsif, mais cette assurance cache une colère plus profonde. Sa difficulté à marcher n'est pas traitée comme un simple détail destiné à provoquer la compassion. Elle influence sa façon de parler, de prendre des décisions et de répondre à ceux qui veulent l'aider. Nick veut rester maître de son corps et de son avenir, même lorsqu'il comprend que les deux sont en train de lui échapper. William Eubank expliquait qu'il aimait choisir des acteurs qui possédaient déjà quelque chose de leur personnage. Pour Brenton Thwaites, il avait été frappé par une qualité qu'il jugeait authentique et naturellement sympathique. Leur première rencontre s'est faite à distance, par Skype, alors que l'acteur se trouvait en Australie et que le réalisateur travaillait au Nouveau-Mexique. Eubank est arrivé en retard à l'échange, mais Thwaites est resté chaleureux et détendu. Ce petit incident a convaincu le cinéaste qu'il avait devant lui quelqu'un capable d'apporter à Nick une vraie générosité, sans effacer pour autant son orgueil. Cette combinaison se voit particulièrement dans les scènes avec Hayley. Nick l'aime, cela ne fait aucun doute, mais il supporte mal l'idée qu'elle puisse rester près de lui par devoir ou par inquiétude. Il interprète parfois la tendresse comme une forme de pitié, ce qui crée une distance douloureuse entre eux. Thwaites joue ce malaise sans long discours. Un regard qui se détourne, une réponse trop sèche ou un silence légèrement prolongé suffit. On comprend que Nick voudrait retenir Hayley tout en lui donnant la liberté de partir. C'est contradictoire, maladroit et donc profondément crédible. Olivia Cooke apporte justement au personnage de Hayley une douceur qui n'a rien de passif. Elle ne se contente pas d'être la petite amie que le héros doit retrouver. Dès les premières scènes, elle observe Nick avec une attention très précise. Elle connaît ses mécanismes de défense, ses moments de colère et les instants où il prétend aller mieux qu'il ne va réellement.
Cook évite d'appuyer chaque émotion. Son jeu reste discret, parfois presque intérieur, ce qui donne à Haley une présence apaisante au milieu des provocations de Nick et de Jonah. Quand l'histoire se dérègle, cette présence devient un point de repère. Le film lui accorde pourtant moins d'espace qu'à Nick, et c'est l'une des limites que certains spectateurs peuvent ressentir. Haley possède ses propres inquiétudes, mais le récit les montre surtout à travers la relation amoureuse. Olivia Cooke doit donc construire beaucoup avec peu. Quelques gestes, une façon de regarder le paysage, une hésitation avant de répondre. Elle réussit à suggérer qu'Haley traverse elle aussi une séparation difficile, même si le scénario ne développe pas toujours son point de vue autant qu'il le pourrait. Cette retenue empêche le personnage de devenir une simple fonction narrative. Entre Nick et Haley, il y a aussi Jonah. Beauknap lui donne une énergie plus nerveuse, plus directe. Jonah est l'ami qui transforme une provocation numérique en mission personnelle, celui qui accepte volontiers de suivre une piste parce que le défi lui plaît. Mais il ne se réduit pas au camarade téméraire qui pousse les autres dans le danger. Sa relation avec Nick révèle une vraie complicité, fondée sur une intelligence commune et une manière presque enfantine de se lancer des défis. Ils se comprennent vite, parfois sans avoir besoin de terminer leur phrase. Le réalisateur a raconté que les jeunes acteurs disposaient de peu de temps pour répéter à cause du rythme serré de cette production indépendante. Brenton Thwaites et Beauknap séjournaient dans le même hôtel et pouvaient retravailler certaines scènes ensemble. Olivia Cooke et Thwaites faisaient de même pour leur passage plus dramatique. Cette préparation informelle correspond assez bien au résultat visible à l'écran. Le trio ne donne pas l'impression d'avoir été assemblé uniquement pour les besoins de l'intrigue. On sent des habitudes, des tensions anciennes et cette familiarité particulière qui permet à des amis de se taquiner durement sans remettre immédiatement leur lien en question. Ce naturel est essentiel durant le voyage. Avant que The Signal ne devienne froid et oppressant, le film nous laisse passer du temps dans une voiture avec eux. Les conversations ne servent pas seulement à transmettre des informations. Elles installent un équilibre fragile. Jonah apporte le mouvement, Haley cherche à préserver une certaine harmonie, et Nick oscille entre l'envie de profiter du moment et la peur de ce qui viendra ensuite. Leur détour vers Nomade n'est donc pas seulement une mauvaise décision de scénario. Il naît de leur dynamique. Jonah stimule la curiosité de Nick, Nick refuse de reculer et Haley se retrouve entraînée par deux personnes auxquelles elle tient. Puis le groupe éclate et chaque acteur doit soudain jouer l'absence des autres. Pour Nick, Haley et Jonah deviennent presque des preuves vivantes. Tant qu'il peut croire qu'ils sont quelque part, son passé reste réel. Le personnage de Thwaites ne cherche donc pas uniquement à s'évader d'un bâtiment. Il tente de reconstruire une continuité entre celui qu'il était sur la route et celui qu'on lui affirme être maintenant. Son obstination pourrait paraître irrationnelle, mais l'acteur lui donne une logique émotionnelle très claire. Accepter la version de Damon reviendrait à abandonner ses amis et, avec eux, sa propre identité. Face à cette agitation se dresse Laurence Fishburne. Son docteur Wallace Damon agit comme une surface parfaitement lisse. Plus Nick s'énerve, plus Damon semble ralentir. Plus les questions deviennent urgentes, plus ses réponses deviennent mesurées. Fishburne utilise sa voix avec une précision impressionnante. Il laisse parfois un mot flotter un peu trop longtemps, comme si le personnage évaluait son effet avant de poursuivre. Il ne joue pas ouvertement la menace, il joue la maîtrise, et cette maîtrise devient menaçante parce qu'elle paraît impossible à fissurer. Le costume de protection renforce encore cette impression. Une grande partie du visage et du corps de Damon est séparée de Nick par du matériel médical. Fishburne avait demandé au réalisateur s'il devrait porter cet équipement pendant toutes les scènes concernées, car un masque et une visière peuvent faire disparaître les nuances d'une interprétation. Eubank lui a assuré qu'il filmerait de très près pour conserver ces détails. Le résultat est fascinant. Damon semble protégé de tout contact humain, mais la caméra nous oblige à étudier le moindre mouvement de ses yeux et les petites variations de sa voix. Eubank a décrit Fishburne comme un acteur très explorateur, prêt à essayer une scène autrement ou à ajouter une nuance. Cette liberté reste pourtant invisible dans le bon sens du terme. Damon ne ressemble jamais à un personnage qui cherche à attirer l'attention. Il est immobile,
méthodique, presque administratif. Son carnet et son stylo paraissent même étrangement ordinaires au milieu d'un environnement qui suggère une technologie beaucoup plus avancée. Ce contraste nourrit l'incertitude. Est-il un scientifique appliquant un protocole, un gardien jouant un rôle, ou quelqu'un d'encore plus difficile à définir? La différence d'expérience entre Fishburne et les trois jeunes acteurs profite au film. Sa présence porte avec elle une autorité immédiate, tandis que Thwaites, Cook et Knapp conservent quelque chose de plus spontané, de plus vulnérable. Le spectateur ressent donc le même déséquilibre que les personnages. Damon paraît appartenir à ce monde fermé, alors que les autres semblent y avoir été jetés sans préparation. Pourtant, Fishburne ne les écrase pas. Il leur donne au contraire une résistance contre laquelle jouer. La colère de Nick devient plus visible parce qu'elle rebondit sur le calme du médecin. Il ne faut pas oublier Lin Shaye et Robert Longstreet, qui apparaissent dans des rôles secondaires mais participent à l'étrangeté générale. Leur présence rappelle que le monde extérieur à l'installation n'est pas forcément plus rassurant. Dans un film aussi concentré sur le doute, un personnage secondaire peut modifier toute l'atmosphère en quelques minutes. Un comportement un peu décalé, une réaction qui ne correspond pas à ce que l'on attend, et la réalité semble à nouveau se déplacer. Ces interprètes comprennent qu'ils ne doivent pas expliquer l'étrangeté, ils doivent simplement la laisser exister. Ce qui rend l'ensemble attachant, c'est que personne ne joue comme s'il connaissait déjà la réponse finale. Les jeunes personnages réagissent à ce qu'ils voient dans l'instant et Damon ne révèle jamais plus que ce qu'il souhaite contrôler. Cette discipline protège le mystère. Elle empêche aussi le film de devenir une suite de signes trop appuyés destinés aux spectateurs. Quand on le revoit, certaines réactions prennent une couleur différente, mais elles restent cohérentes avec la première lecture. C'est souvent la marque d'une bonne direction d'acteur dans un récit à secret. Le cœur de The Signal ne réside donc pas uniquement dans l'identité de nomade ou dans la nature de l'installation. Il se trouve dans le conflit entre quatre volontés. Nick veut retrouver son autonomie. Hayley veut préserver un lien qui risque de disparaître. Jonah transforme la peur en action. Damon cherche à maintenir un contrôle absolu sur l'information. Chacun poursuit quelque chose de compréhensible, même lorsque ses méthodes deviennent inquiétantes. Et parce que ses désirs sont clairs, le film peut se permettre d'être beaucoup plus obscur autour d'eux. Mais ses performances ne seraient pas aussi fortes sans la manière très particulière dont William Eubank les filme. Les visages enfermés dans des cadres étroits, les corps perdus dans de grands paysages, la chaleur dorée de la route opposée au blanc, presque sans vie du laboratoire. Tout cela raconte déjà une autre histoire. Dans la prochaine partie, nous allons donc quitter un instant les personnages pour regarder la caméra elle-même, car dans The Signal, la lumière, l'espace et la composition ne décorent pas le mystère. Ils nous manipulent silencieusement, bien avant que nous comprenions ce que nous sommes réellement en train de regarder. À la fin de la partie précédente, une idée s'imposait. Dans The Signal, les acteurs nous donnent des émotions auxquelles nous accrocher, mais c'est la caméra qui décide de ce que nous avons le droit de comprendre. William Eubank ne filme pas seulement une histoire mystérieuse, il organise notre regard. Il nous place près de Nick quand il veut que nous partagions sa panique, puis il recule brusquement pour le transformer en une petite silhouette perdue dans un espace trop vaste. Ce mouvement entre proximité et éloignement est l'une des clés du film. Nous sommes avec le personnage, mais jamais assez près de la vérité. Ce choix n'est pas surprenant lorsque l'on connaît le parcours de Bank. Avant de réaliser ses longs métrages, il a travaillé comme directeur de la photographie et s'est construit une vraie culture de l'image. Il parle du cinéma comme d'un art qu'il aborde d'abord par le regard. Sur son premier film, Love, il avait lui-même porté une grande partie de la responsabilité visuelle. Pour The Signal, il collabore avec le directeur de la photographie David Lanzenberg, ce qui lui permet de se concentrer davantage sur les comédiens sans renoncer à une mise en scène extrêmement précise. On sent que chaque cadre a été pensé avant le tournage, parfois jusqu'au moindre vide autour d'un visage. Le film adopte un format très large, proche du 2,40:1. Ce n'est pas uniquement une manière de donner une allure spectaculaire à une production indépendante. Eubank expliquait que ce cadre lui permettait de regarder directement les acteurs dans les yeux,
et de laisser les performances surgir à l'intérieur de l'image. Cela paraît presque contradictoire. Un format panoramique évoque normalement les grands paysages, pas l'intimité. Pourtant, The Signal utilise les deux possibilités. Il peut étendre une route jusqu'à l'horizon, puis couper une partie du front ou du menton d'un personnage, afin que son regard occupe soudain tout l'écran. Observez les scènes de voiture. Le pare-brise ouvre l'image, la ligne de la route attire naturellement l'œil, et le désert donne l'impression que le trio peut aller n'importe où. Mais cette liberté visuelle reste trompeuse. Les personnages sont enfermés dans l'habitacle, attachés à une trajectoire et déjà soumis à une destination qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Le monde paraît immense, pourtant les choix se réduisent. Continuer, faire demi-tour, suivre la piste de nomade, chaque décision semble libre, mais la composition suggère que quelque chose les guide depuis le début. La lumière joue elle aussi avec cette illusion. Le voyage possède des teintes chaudes, une douceur presque nostalgique. Les reflets du soleil sur la route et les paysages ouverts donnent à ces instants la texture d'un souvenir. Même lorsque la relation entre Nick et Hailey devient inconfortable, le monde extérieur paraît encore vivant. Puis l'histoire entre dans la nuit et cette chaleur disparaît. Les sources lumineuses deviennent rares, brutales, difficiles à identifier. Un écran d'ordinateur, une lampe, un éclat au loin. La lumière ne rassure plus, elle attire les personnages vers ce qu'ils ne devraient peut-être pas regarder. Après le réveil de Nick, le contraste est violent. Les tons blancs et gris de l'unité d'isolement effacent presque toute sensation de temps. On ne sait plus si le soleil brille dehors, si plusieurs heures ont passé, ou si le personnage se trouve profondément sous terre. Le décor semble propre, mais il ne paraît jamais accueillant. C'est une propreté sans chaleur, celle d'un lieu où l'on élimine les traces et les différences. Nick lui-même devient un élément observé dans une image dominée par des surfaces lisses, des vitres et des lignes géométriques. Le blanc est souvent associé à la vérité, à la médecine ou à la sécurité. Ici, il produit exactement l'effet inverse. Plus l'environnement paraît clair, moins nous comprenons ce qui s'y passe. E-Bank transforme donc la visibilité en piège. Rien ne se cache vraiment dans l'ombre, et pourtant tout reste secret. C'est assez malin, parce que le spectateur cherche instinctivement la menace dans un coin sombre. The Signal lui répond que le danger peut aussi se tenir en pleine lumière, avec une voix calme et un dossier parfaitement rangé. Les scènes entre Nick et Damon montrent particulièrement bien cette stratégie. La caméra se rapproche parfois tellement de Laurence Fishburne que la visière, les yeux et la voix semblent appartenir à des couches différentes. Le costume protège Damon, mais le cadre le fragmente. Nous ne voyons jamais totalement l'homme derrière la fonction. Nick, de son côté, est souvent filmé comme quelqu'un qui cherche une sortie à l'intérieur même de l'image. Son regard part vers les bords, ses mouvements rencontrent des obstacles et le hors-champ devient une menace permanente. Ce que nous ne voyons pas pèse presque autant que ce qui se trouve devant nous. E-Bank a cité l'idée d'une caméra restant autant que possible au-dessus de l'épaule du personnage, une approche qu'il associait à Roman Polanski. Le but n'est pas de tout filmer littéralement depuis les yeux de Nick. Il s'agit plutôt de découvrir le monde au même rythme que lui. Quand il ignore une information, nous l'ignorons. Quand il distingue quelque chose sans pouvoir l'expliquer, nous recevons la même image incomplète. La mise en scène devient alors une expérience partagée. Le spectateur n'observe pas un cobaye depuis l'extérieur, il ressent l'enfermement avec lui. Cette proximité aurait pu rendre le film visuellement monotone, surtout dans les couloirs du centre. E-Bank évite ce problème en variant la profondeur, les angles et le rythme. Certains plans sont presque immobiles, comme si une caméra de surveillance enregistrait un protocole. D'autres suivent Nick avec une urgence plus physique. Le passage d'un style à l'autre crée une question silencieuse. Qui regarde cette scène? Sommes-nous simplement avec le héros, ou bien l'image appartient-elle parfois au système qui l'observe? Le film ne répond pas clairement, mais il installe ce doute dans notre manière même de regarder. Il y a aussi un contraste fascinant entre les technologies. L'univers évoque des recherches avancées, mais certaines machines semblent venir d'une autre époque. Des écrans, des bandes, des appareils aux formes lourdes cohabitent avec des possibilités scientifiques beaucoup plus modernes. E-Bank a expliqué que ce mélange s'inspirait notamment de vieux sites militaires
ou du matériel ancien peut continuer à fonctionner au cœur d'installations toujours actives. Visuellement, cela donne au centre une identité difficile à dater. Nous ne savons plus s'il représente le futur, un passé qui n'a jamais disparu, ou une imitation construite pour tromper Nick. Ce détail évite surtout l'esthétique trop familière de la science-fiction brillante, remplie d'écrans transparents et de surfaces parfaites. Dans The Signal, la technologie paraît physique. Elle possède du poids, des câbles, des boutons, des bruits mécaniques. On peut presque sentir la poussière derrière les panneaux. Le film devient ainsi plus crédible sans expliquer le fonctionnement de chaque appareil. C'est un vieux principe de mise en scène. Un objet paraît réel lorsqu'il semble avoir été utilisé avant l'arrivée de la caméra. Ici, même les éléments les plus étranges semblent appartenir à un système déjà ancien. Mais ce qui rend le langage visuel du film vraiment particulier, c'est sa capacité à changer de registre. Eubank revendiquait des influences très diverses, allant de récits d'enfermement comme Cube à l'énergie de certains dessins animés japonais, en passant par la brutalité subjective de films tournés à la manière d'images trouvées. On retrouve cette diversité dans The Signal. Une scène peut être composée avec une grande élégance, puis céder la place à une caméra beaucoup plus instable. Un instant intime peut soudain prendre une ampleur presque mythologique. Le film ne cherche pas une unité classique, il transforme son apparence avec son histoire. L'usage du ralenti est l'exemple le plus visible. Chez certains réalisateurs, le ralenti sert surtout à rendre une action plus belle. Eubank l'utilise pour lui donner du poids. Le temps s'étire au moment où le corps, la matière ou l'espace semblent ne plus obéir aux règles habituelles. Nous pouvons alors observer un geste qui aurait été trop rapide pour être compris normalement, mais cette clarté supplémentaire crée paradoxalement plus d'étrangeté. Ce que nous voyons devient précis, presque majestueux, sans devenir explicable. Le réalisateur a reconnu l'influence de l'animation japonaise sur certaines de ces images. Cela se ressent dans la manière dont une action peut être préparée par le silence, suspendue pendant une fraction de seconde, puis libérée avec une force disproportionnée. Ce rythme n'est pas toujours réaliste, mais il est émotionnellement très lisible. On comprend la puissance avant d'en comprendre la cause. Le film ose ainsi passer d'un thriller contenu à quelque chose de beaucoup plus grand, tout en conservant Nick comme point d'ancrage. Cette ambition visuelle comporte un risque. À force de créer des images fortes, un film peut donner l'impression que la beauté compte davantage que la logique. The Signal s'approche parfois de cette limite. Certains plans sont conçus pour provoquer une réaction immédiate, et le scénario ne leur fournit pas toujours une explication aussi satisfaisante que leur mise en scène. Pourtant, c'est aussi ce qui lui donne sa personnalité. Beaucoup de productions plus coûteuses possèdent des effets plus lisses, mais très peu proposent une image que l'on reconnaît après quelques secondes. Ce détail franchement mérite d'être souligné. The Signal ne ressemble pas à un film qui accepte humblement sa taille. Il cadre le désert comme une épopée, filme un visage, derrière une visière comme une confrontation mythologique, et traite chaque changement d'espace comme le passage vers un autre monde. Cette confiance visuelle explique pourquoi certaines personnes lui pardonnent ses faiblesses narratives. Même lorsque l'on hésite sur le sens d'une scène, on se souvient de sa forme, de sa lumière et de la sensation physique qu'elle a produite. La mise en scène raconte finalement la même lutte que Nick. D'un côté, il y a les lignes, les protocoles, les cadres rigides et l'univers rationnel de Damon. De l'autre, il y a le mouvement, l'élan, les souvenirs chauds et les réactions impossibles à contenir. La caméra passe constamment entre ces deux forces. Elle enferme Nick, puis cherche avec lui une brèche. Elle observe son corps comme une donnée, puis lui rend soudain une puissance presque irréelle. Sans dévoiler encore la véritable nature de cette transformation, on peut déjà comprendre que l'image prépare un conflit entre ce qui peut être mesuré et ce qui refuse de l'être. Reste une question. Comment une production relativement modeste a-t-elle pu construire un univers visuel aussi ample? La réponse ne se trouve pas seulement dans la caméra. Elle se cache dans les lieux choisis, les décors réutilisés avec intelligence, les effets pratiques, les essais réalisés avant le tournage et une préparation qui devait compenser le manque de temps et d'argent. C'est ce que nous allons découvrir ensuite, parce que derrière les images élégantes de The Signal
se trouve une fabrication beaucoup plus artisanale, parfois inconfortable, et souvent plus inventive qu'on ne l'imagine. Après avoir observé la manière dont William Eubank organise chaque cadre, une question devient inévitable. Comment un film indépendant a-t-il pu donner l'impression de disposer d'un monde aussi vaste? La réponse ne tient pas à une astuce unique. The Signal repose plutôt sur une accumulation de décisions très concrètes. Préparer longtemps, choisir des lieux capables de raconter plusieurs choses à la fois, mélanger les effets physiques et numériques, puis réserver l'argent aux images qui comptent vraiment. Le film n'essaie pas de rivaliser avec les grandes productions sur chaque seconde. Il concentre ses forces sur quelques moments destinés à rester en mémoire. Eubank parlait d'un budget inférieur à 5 millions de dollars, une somme confortable pour un petit drame, mais extrêmement limitée dès qu'un scénario exige des cascades, des transformations corporelles, de vastes paysages et des effets de science-fiction. Le réalisateur savait donc qu'il ne pourrait pas multiplier les plans complexes. Il devait choisir. Cette contrainte explique en partie le rythme du film. De longues séquences installent l'atmosphère et les personnages, puis une image spectaculaire arrive soudain avec beaucoup plus de force. Au lieu de montrer constamment davantage, la production apprend au spectateur à attendre le moment où tout va se libérer. Le tournage principal n'a duré qu'environ 28 ou 29 jours. Sur une telle période, il n'existe presque aucune marge pour improviser une scène coûteuse au dernier moment. Eubank avait cependant préparé le projet pendant près de 2 ans. Il remplissait des carnets de dessins, de schémas, de notes sur les personnages et de storyboards. Autrement dit, il ne découvrait pas le film en arrivant sur le plateau. Une grande partie des décisions visuelles avait déjà été testée sur le papier, puis parfois avec de petites caméras. Cette préparation transformait le manque de temps en discipline. Le cinéaste a expliqué que ces carnets l'accompagnaient jusque pendant le montage. Il dessinait les scènes, réfléchissait aux mouvements et notait les problèmes possibles avant qu'il ne coûte une journée entière à l'équipe. Cette méthode peut sembler très contrôlée, mais elle n'empêchait pas les ajustements. Elle créait plutôt une base solide. Quand le vent se levait, qu'un accessoire résistait mal ou qu'une cascade devait être modifiée, chacun savait quelle sensation le plan devait conserver. Sur une petite production, comprendre l'objectif est souvent plus précieux que posséder le matériel parfait. Le Nouveau-Mexique était essentiel à cette stratégie. L'histoire devait se dérouler dans le sud-ouest américain, un territoire associé aux routes interminables, aux installations militaires et aux récits d'apparitions inexpliqués. Mais ce choix offrait aussi une variété remarquable de paysages. L'équipe a filmé près du réservoir de Cochiti, dans la région de Los Lunas, autour de l'aéroport Double Eagle et jusqu'au Rio Grande Gorge Bridge, près de Taos. Chaque lieu apporte une texture différente, tout en appartenant au même univers aride et isolé. Le pont du Rio Grande est particulièrement impressionnant. Sa longueur, son vide et la profondeur du canyon donnent immédiatement une échelle que la production n'avait pas besoin de construire. Eubank a raconté que l'équipe avait réussi à fermer ce pont pour le tournage, comme l'avait fait auparavant une production bien plus imposante. Pour un film de cette taille, obtenir un tel espace représentait déjà une petite victoire. La nature fournissait le décor, mais aussi le danger visuel. Le vent, la hauteur et l'horizon rendaient chaque mouvement plus intense. Le climat, lui, n'avait aucune obligation de coopérer. Le tournage a rencontré du vent, de la pluie et même une tempête de sable pendant une journée de 12 heures consacrée notamment au maquillage et à des éléments prosthétiques. Imaginez la difficulté. Certaines pièces doivent rester parfaitement positionnées sur le corps, la continuité doit être respectée d'un plan à l'autre et le sable tente de s'introduire partout. Ce genre de journée rappelle que l'apparence propre d'une image peut cacher une fabrication très inconfortable. Les prothèses ont été confiées à Legacy Effects, une société spécialisée dans les créatures et les transformations physiques. Eubank a participé à la conception de certaines pièces avant que l'atelier ne les fabrique. Sans révéler encore ce qu'elles représentent exactement dans l'histoire, leur importance est facile à comprendre. Le film avait besoin que certains éléments extraordinaires semblent réellement toucher les acteurs et occuper le même espace qu'eux. Une matière présente sur le plateau reçoit naturellement la lumière, crée de vraies ombres
et donne aux comédiens quelque chose de concret auquel réagir. Mais The Signal n'est pas un film reposant uniquement sur les effets pratiques. Son illusion vient justement du mélange. Les prothèses, les cascades et les éléments physiques fournissent une base, tandis que les effets numériques prolongent ou remplacent ce qui ne pouvait pas être obtenu directement. Spin VFX a livré plus de 150 plans comprenant des environnements, du travail de composition, des peintures numériques et plusieurs modifications complexes liées aux personnages. Pour une œuvre de cette échelle, ce nombre montre que les effets ne se limitent pas à 2 ou 3 grandes images finales. L'un des défis techniques majeurs demandait de remplacer entièrement certaines parties du corps de Nick. Le studio devait suivre précisément les mouvements de Brenton Thwaites, effacer des éléments filmés et intégrer les formes numériques sans bénéficier d'un dispositif complet de capture de mouvement ni d'une caméra robotisée répétant exactement le même trajet. Le travail reposait donc sur un suivi d'images minutieux, plan par plan. Quand l'effet fonctionne, le spectateur ne pense pas à cette difficulté. Il accepte simplement que le corps filmé obéisse à de nouvelles règles. Ce réalisme dépend aussi des cascades. Eubank et son frère Carlyle avaient testé certaines idées avec des trampolines avant le tournage. Ces essais très simples permettaient d'observer comment un corps pouvait s'élever, retomber ou traverser le cadre, puis d'adapter l'action aux moyens disponibles. Sur le plateau, le coordinateur des cascades Mark Riner, qui avait travaillé sur Inception, a participé à la préparation. Sa présence a également permis de réunir des professionnels comme Nash Edgerton pour certaines doublures et Darren Prescott pour la sécurité aquatique. Cette équipe expérimentée ne transforme pas le film en superproduction, mais elle réduit l'incertitude. Une cascade bien préparée évite de multiplier les prises, protège les acteurs et permet à la caméra de se placer au meilleur endroit. C'est crucial pour Eubank, car son action repose souvent sur un nombre limité de plans très expressifs. Il ne peut pas cacher un mouvement derrière un montage composé de 30 angles différents. Il faut que la trajectoire principale soit lisible, que l'impact paraisse puissant et que l'image puisse ensuite être complétée par les effets visuels. Passons maintenant au décor intérieur, parce que leur histoire résume parfaitement l'économie du film. L'équipe a trouvé au studio I-25 d'Alburquerque des couloirs correspondant à l'apparence recherchée pour l'installation. Elle ne pouvait pas louer tous les plateaux et avait donc réservé principalement ses passages. Au même moment, Transcendance, une production de science-fiction au budget beaucoup plus élevé, souhaitait utiliser le même site. Ses responsables avaient eux aussi remarqué ces couloirs. Les deux films se sont retrouvés dans une situation presque comique. Le plus petit projet contrôlait précisément l'élément que le plus grand voulait récupérer. Eubank raconte qu'un échange a finalement été organisé. The Signal a cédé une partie de l'accès au couloir en échange de matériel, notamment de grands ventilateurs. Cette anecdote est amusante, mais elle révèle surtout la réalité du cinéma indépendant. L'argent n'est pas le seul moyen d'obtenir quelque chose. Il faut négocier, partager et reconnaître ce que l'autre production possède. Pendant que les énormes installations de Transcendance fonctionnaient sans interruption à proximité, l'équipe de The Signal observait cette machine plus riche et cherchait comment tirer le maximum de ses propres ressources. Les couloirs eux-mêmes démontrent ensuite l'efficacité du cadrage. Une architecture limitée peut donner l'impression d'un complexe immense si l'on choisit soigneusement les angles, si l'on change les sources lumineuses et si l'on évite de montrer trop clairement le plan général. Le spectateur imagine des salles qui n'existent peut-être pas. Une porte fermée devient la promesse d'un autre espace. Un virage dans un passage suggère tout un réseau. Le décor construit moins qu'il ne fait croire, et la caméra complète silencieusement le reste. Le même principe s'applique au paysage. Le film ne possède pas des dizaines de lieux gigantesques, mais il choisit des endroits dont la géographie produit immédiatement une émotion. Le réservoir offre une surface ouverte et inquiétante. Les zones proches de l'aéroport créent une impression de frontière. Le désert efface les repères. Le pont impose une direction et un obstacle. Ces lieux ne servent pas seulement à économiser des décors artificiels. Ils participent à l'idée centrale du récit. Nick croit avancer vers la liberté, alors que chaque espace semble déjà organisé pour mesurer jusqu'où il peut aller.
Ce qui frappe finalement, c'est la continuité entre la méthode de production et le sujet du film. Les personnages cherchent constamment à comprendre les limites de leur environnement. L'équipe, elle aussi, devait identifier les limites de son budget et trouver comment les dépasser. Eubank ne pouvait pas fabriquer tout ce qu'il imaginait, alors il combinait un lieu réel, une prothèse, une cascade, un morceau d'image numérique et un montage précis. La sensation de puissance vient de cette combinaison, pas d'une dépense visible à chaque plan. Voilà pourquoi The Signal paraît souvent plus grand qu'il ne l'est. Il ne dissimule pas toujours ses contraintes, mais il les transforme en style. L'attente remplace l'accumulation. Le hors-champ remplace une construction complète. Un mouvement au ralenti remplace une longue scène d'action. Une vraie tempête de sable apporte une texture qu'aucun ordinateur ne reproduit exactement de la même manière. Et lorsque le numérique intervient, il prolonge une réalité déjà présente au lieu de repartir entièrement de zéro. Cependant, même les meilleures images ne peuvent pas créer seules la sensation d'un monde cohérent. Il reste à comprendre ce que le son ajoute à ces couloirs, pourquoi certains silences deviennent presque physiques et comment le montage permet au film de changer de genre sans se briser complètement. La prochaine étape nous conduira donc vers ce que l'on remarque parfois moins consciemment. Les bruits, la musique, les ruptures de rythme et les influences qui transforment The Signal en expérience sensorielle autant qu'en récit de science-fiction. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de ce que The Signal montre. Pourtant, une grande partie de son pouvoir vient de ce qu'il nous fait entendre, puis de la manière dont il décide quand nous devons attendre. Dans un film construit autour d'une transmission mystérieuse, le son ne pouvait pas être un simple accompagnement. Il devait lui aussi ressembler à un message incomplet, quelque chose que l'on perçoit avant de pouvoir l'identifier, une vibration qui paraît contenir une information sans jamais la livrer directement. C'est peut-être pour cela que certaines scènes restent inquiétantes, même lorsque presque rien ne bouge à l'écran. La musique originale a été composée par Nima Fakrara, un musicien né en Iran dont le parcours mêle composition, musique persane et fabrication d'instruments. Pour The Signal, il ne s'est pas contenté de choisir des sons dans une bibliothèque numérique. Il a construit 3 instruments destinés à donner au film une identité particulière, la pagoda, la transmission et le style marimba. Leurs noms semblent déjà appartenir à l'univers du récit. Ils évoquent à la fois une architecture étrange, un dispositif de communication et une machine dont on ne comprendrait pas immédiatement la fonction. Cette démarche correspond parfaitement au film. The Signal parle de technologies que les personnages tentent de lire sans posséder le bon langage. La musique fait la même chose avec nos oreilles. Certains sons paraissent métalliques, mais pas complètement industriels. D'autres semblent organiques, tout en restant trop froids pour venir d'un instrument familier. On reconnaît parfois le geste d'un percussionniste ou le frottement d'une corde, puis le traitement sonore éloigne immédiatement cette sensation. Le résultat ne dit pas clairement si nous entendons un objet réel, une machine ou quelque chose qui serait en train de communiquer. Fakrara expliquait que l'équipe voulait maintenir le mystère et la tension en donnant à la musique une sensation de mouvement contradictoire. Les personnages sont attirés, repoussés, guidés et enfermés. La partition devait donc éviter de leur offrir une direction émotionnelle trop simple. Dans beaucoup de thrillers, la musique annonce clairement que le danger approche. Ici, elle peut nous rendre nerveux sans nous dire où regarder. Elle ne souligne pas toujours ce que l'image semble raconter. Par moments, elle paraît même commenter une autre réalité, encore cachée derrière la scène visible. Écoutez mentalement le début du voyage. La route, les conversations et les chansons donnent au trio une existence encore quotidienne. Le monde possède un rythme humain. Puis la présence de nomades transforme progressivement les sons électroniques en menaces. Les touches, les alertes et les interférences ne sont plus de petits détails techniques. Ils deviennent les signes qu'une intelligence étrangère à la voiture s'est glissée parmi les personnages. Le film réalise ainsi une chose très simple mais efficace. Il prend des bruits associés à la communication et les transforme en preuve d'isolement. Quand Nick se réveille dans le centre, l'espace sonore change avec le décor. Le désert ouvert laisse place à des pièces où chaque bruit semble surveillé. Une porte, un ventilateur,
une respiration enfermée sous une protection médicale. Tout prend une importance inhabituelle. Dans un environnement presque vide, le moindre son peut indiquer qu'une personne approche ou qu'un mécanisme vient de s'activer. Le silence n'est donc jamais vraiment silencieux. Il contient une attente. On écoute parce que Nick écoute, dans l'espoir que le bâtiment trahira enfin sa véritable taille ou la présence de ses amis. La combinaison portée par Damon crée elle aussi une distance sonore. Sa voix arrive à travers une barrière physique, ce qui renforce l'idée qu'il peut observer Nick sans partager son environnement. Laurence Fishburne possède naturellement une voix très stable et profonde. Eubank savait qu'elle conserverait son autorité malgré l'équipement et les difficultés de prise de son. Ce calme vocal est essentiel. Damon ne répond pas à l'urgence de Nick par une énergie équivalente. Il l'absorbe. La scène ressemble alors moins à une conversation qu'à un test dont une seule personne connaît les règles. Mais la musique ne reste pas enfermée dans une atmosphère froide. Elle évolue quand le film retrouve les grands espaces. Les textures et les instruments changent avec le déplacement des personnages, comme si l'extérieur exigeait une autre respiration. Cette différence aide la seconde moitié à prendre de l'ampleur. Le récit ne se contente plus de poser des questions dans une pièce blanche. Il commence à transformer physiquement la fuite, la vitesse et la puissance. La partition accompagne cette expansion sans abandonner complètement les sons étranges qui nous rappellent que la situation reste contrôlée par quelque chose d'invisible. L'album de la bande originale, publié par Varèse Sarabande en juin 2014, comporte 22 pistes. Les titres suivent de près les étapes du récit, avec des noms liés au couloir, à la route, à Halley, à Jonah ou à Nomad. Il contient aussi un morceau original créé avec Free the Robots. Mais l'intérêt principal de cette musique ne se mesure pas seulement en dehors du film. À l'image, elle agit comme un matériau de liaison. Elle permet de passer d'un moment émotionnel très intime à une image de science-fiction beaucoup plus spectaculaire, sans donner l'impression que nous avons soudain changé de programme. Ce passage entre plusieurs genres dépend tout autant du montage de Brian Berdan. Eubank reconnaissait volontiers ne pas penser comme un monteur et appréciait précisément le regard différent de Berdan. Le réalisateur construisait les images avec une idée très visuelle du film. Le monteur devait ensuite décider combien de temps nous pouvions rester dans l'incertitude avant que cette incertitude ne devienne de l'ennui. C'est une frontière délicate. Trop rapide, le montage aurait dévoilé la mécanique. Trop lent, il aurait donné l'impression de cacher une réponse insuffisante. The Signal avance donc comme une accélération progressive. Eubank décrivait son intention avec une image très parlante. Commencer le trajet à une vitesse minuscule et le terminer lancé à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Le premier acte prend le temps d'installer la route, les relations et la curiosité autour du pirate. Le centre ralentit encore d'une autre manière, en enfermant Nick dans des répétitions, des interrogatoires et des déplacements limités. Puis l'énergie accumulée commence à se libérer. Le montage ne devient pas simplement plus rapide. Il autorise des événements que le film semblait jusque-là retenir. Cette structure explique pourquoi les premières minutes peuvent sembler étrangement calmes à certains spectateurs. Le film leur demande d'accepter une promesse plutôt qu'une récompense immédiate. Il plante des sensations dont la fonction n'apparaîtra que plus tard. C'est un choix risqué dans un thriller, surtout lorsque la campagne promotionnelle met en avant les images les plus spectaculaires. Une personne venue chercher une aventure de science-fiction immédiate peut trouver l'attente excessive. Une autre, sensible au malaise progressif, ressentira au contraire que chaque minute resserre le piège. Le montage protège également le secret en limitant la durée de certaines visions. Une image importante peut apparaître assez longtemps pour provoquer une question, mais pas assez pour permettre une analyse confortable. Notre mémoire doit alors la reconstruire. Avons-nous vraiment vu ce détail? Était-il mécanique, biologique ou simplement déformé par le mouvement? Ce procédé rejoint le thème du signal. L'information existe, mais sa réception est imparfaite. Il manque toujours une partie du message. Et notre cerveau remplit naturellement le vide avec ses propres hypothèses. Eubank citait des influences très différentes, notamment Cube pour l'enfermement, des œuvres utilisant une caméra brute et subjective pour l'intensité, ainsi que l'animation japonaise pour certains élans d'action.
On peut aussi sentir l'esprit de la quatrième dimension dans la façon dont une situation apparemment limitée ouvre peu à peu sur une idée bien plus vaste. Le film ne copie pas une seule référence. Il adopte successivement plusieurs langages: le road movie, le récit de Hackey, l'horreur d'isolement, le thriller médical et la science-fiction à grande échelle. Normalement, autant de changements pourraient briser l'unité du récit. Ici, le son et le montage servent de colle. Les textures électroniques continuent de rappeler Nomade, même lorsque le décor n'a plus rien à voir avec la chambre d'hôtel ou l'ordinateur du début. Le point de vue reste attaché à Nick, même lorsque les images deviennent plus ambitieuses. Et surtout, les transitions conservent le même sentiment fondamental. Quelqu'un ou quelque chose possède toujours davantage d'informations que nous. Le genre change, mais la position du spectateur reste la même. Il y a pourtant une tension intéressante entre surprise et satisfaction. Plus un film dépend d'un secret, plus il risque de perdre de sa force une fois la réponse connue. The Signal essaie d'éviter ce problème en donnant une valeur sensorielle au trajet. Même lorsque l'on connaît la destination, on peut revenir pour les sons fabriqués par Fakrara, les silences face à Damon, les accélérations du montage et les changements de texture. Le film n'est pas seulement une question accompagnée d'une réponse. C'est une montée, parfois irrégulière, mais conçue pour faire sentir physiquement le passage d'un monde familier vers quelque chose de beaucoup plus déroutant. Cette montée atteint maintenant son point critique. Jusqu'ici, nous avons protégé les principales révélations, car The Signal mérite une première découverte sans explication préalable. La prochaine partie sera différente. Nous allons entrer dans l'analyse complète de l'intrigue, examiner ce qui arrive réellement à Nick, Jonah et Ellie, reprendre les indices laissés par Damon et regarder la dernière image sans détour. À partir de ce moment, il n'y aura plus de protection contre les révélations, et vous verrez que le véritable signal du titre n'est peut-être pas celui que les personnages croyaient poursuivre au début. À partir de maintenant, il n'y a plus de protection contre les révélations. Si vous n'avez pas encore vu The Signal, c'est vraiment le moment de mettre cette analyse de côté, car la dernière partie du film change le sens de presque tout ce qui précède. Le premier piège consiste à nous faire croire que Nick, Jonah et Hayley ont été recueillis par une organisation gouvernementale après leur rencontre avec une forme de vie extraterrestre. Damon entretient soigneusement cette version. Il porte une combinaison de protection, parle de contamination et montre à Nick une image inquiétante tirée de sa propre caméra. Tout ressemble à une quarantaine militaire. En réalité, ce décor rassurant par sa familiarité est déjà une mise en scène. Nick se réveille incapable de bouger normalement. Ses jambes, qui étaient affaiblies mais encore fonctionnelles avant l'incident, ne répondent plus du tout. Damon évite ces questions, Hayley reste inconsciente et Jonah semble communiquer à travers une petite ouverture dans le mur. Le film nous pousse alors vers une explication classique. L'organisme rencontré dans la maison aurait infecté ou blessé le groupe, tandis que les scientifiques tenteraient d'évaluer les dégâts. Mais plusieurs éléments résistent à cette lecture. Damon sait trop précisément comment provoquer Nick. Les couloirs ressemblent moins à un hôpital qu'à un environnement d'observation. Et surtout, les réponses arrivent toujours après que le personnage a été placé sous pression. La disparition de Jonah renforce ce soupçon. Après l'alarme et les dégâts découverts dans le centre, Damon affirme qu'il n'a jamais été récupéré. Cette déclaration contredit directement ce que Nick croit avoir entendu. Deux possibilités apparaissent, soit Nick hallucine, soit Damon ment. Le film préfère longtemps laisser ces hypothèses ouvertes, car elles produisent des peurs différentes. Dans la première, Nick ne peut plus faire confiance à son esprit. Dans la seconde, il est prisonnier d'un système qui réécrit les faits devant lui. Lorsqu'il décide de rejoindre Hayley et de fuir, il choisit donc d'agir sans posséder de certitude. La première révélation physique survient lorsqu'il découvre que ses jambes ont été amputées et remplacées par des membres artificiels d'une technologie inconnue. C'est un choc, car ce qui ressemblait à une aggravation de son handicap devient une transformation radicale. Ses jambes ne reproduisent pas simplement une mobilité humaine normale. Elles accumulent et libèrent une force considérable. Nick les utilise d'abord presque instinctivement pour briser les obstacles et s'échapper avec Hayley. Le film transforme ainsi une peur intime,
celle de perdre le contrôle de son corps, en puissance spectaculaire. Mais ce cadeau apparent est aussi une violation. Personne ne lui a demandé son accord. À l'extérieur, la liberté reste suspecte. Nick et Ellie se retrouvent dans un désert immense, entourés par un canyon qui paraît les ramener sans cesse vers la même zone. Une vieille femme nommée Mirabelle les prend dans son véhicule, mais son comportement et ses paroles semblent décalés. Plus tard, ils rencontrent James, un conducteur de camion dont la perception du monde paraît elle aussi fragmentée. Le film ne confirme jamais clairement leur histoire. Ils peuvent être compris comme d'anciens sujets d'expérience, comme des éléments placés dans le dispositif, ou simplement comme des êtres brisés par cet environnement. L'important est qu'ils empêchent le monde extérieur de redevenir normal. Nick et Hayley finissent par retrouver Jonah dans un centre d'accueil. Il se cache sous une combinaison semblable à celle des employés de Damon, et il révèle que ses mains et ses avant-bras ont eux aussi été remplacés par une technologie extraterrestre. La répartition des transformations n'est pas aléatoire. Nick reçoit des jambes capables de produire une vitesse et une force extraordinaires. Jonah, le pirate informatique, reçoit des bras qui lui permettent d'interagir directement avec les machines et de libérer une énergie destructrice. Hayley porte quant à elle un dispositif implanté près de la colonne vertébrale, dont le fonctionnement demeure beaucoup moins expliqué. Jonah propose alors l'interprétation qui semble réunir tous les indices. Ils seraient enfermés dans la zone 51. Le numéro tatoué sur leurs bras, 2.3.5.41, donne 51 lorsque l'on additionne ces nombres. Les installations militaires, le désert du Nevada, les technologies rétro et la présence supposée d'extraterrestres vont toutes dans cette direction. C'est une solution presque trop parfaite, et c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne comme fausse réponse. Le film offre au spectateur un modèle connu afin qu'il cesse de chercher plus loin. Nous croyons avoir compris la prison au moment même où nous acceptons une nouvelle illusion. Au poste de contrôle, Jonah essaye d'accéder au système informatique, mais les tirs des hommes de Damon l'empêchent de terminer. Blessé et comprenant que le groupe ne pourra pas avancer ensemble, il reste en arrière. Ses bras artificiels lui permettent de retourner la force du dispositif contre les soldats et de donner à Nick et Ali quelques instants supplémentaires. Le film ne montre pas un retour possible pour lui. Tout indique que ce dernier affrontement lui est fatal, même si son corps modifié laisse une petite part d'incertitude. Son sacrifice rappelle surtout que la fuite n'est plus un défi intellectuel. Elle a désormais un coût humain. Nick poursuit la route avec Ellie, mais Damon les attend près du pont. Les pneus du camion sont détruits, Ellie est emportée par hélicoptère et Nick se retrouve seul face à l'homme qui contrôle l'expérience. C'est là qu'un détail presque enfantin révèle la première couche du secret. Nick observe le nom inscrit sur la tenue de Damon et comprend que Damon, lu à l'envers, forme Nomad, le pirate qu'il poursuivait depuis le début, et le scientifique qui prétendait les protéger sont donc la même entité, ou au minimum les deux identités d'un seul organisateur. Cette révélation recompose le voyage. Nomad n'était pas simplement un hacker irrité par deux étudiants du MIT, il les attirait. Il connaissait leur position, contrôlait les caméras et préparait la rencontre dans la maison abandonnée. Nick pensait résoudre une énigme, alors qu'il suivait le parcours conçu par celui qu'il cherchait. Damon insiste d'ailleurs sur ce point. C'est Nick qui est venu jusqu'à lui. Cette phrase déplace habilement la responsabilité, mais elle ne change pas la manipulation. Une personne reste privée de choix lorsque toutes les routes possibles ont été construites pour la conduire au même endroit. Damon décrit Nick comme une intégration particulièrement réussie entre la volonté humaine et la technologie extraterrestre. Le but de l'épreuve devient alors plus lisible. Le centre ne cherche pas seulement à vérifier si les implants fonctionnent mécaniquement. Il provoque des situations extrêmes pour observer ce que Nick fera de cette puissance. La peur, l'amour, la loyauté et le besoin de retrouver Hayley deviennent des variables de test. Damon ne veut pas seulement savoir si les jambes peuvent courir, il veut mesurer la force intérieure capable de les pousser jusqu'à leurs limites. Lorsque Nick entend un son immense venu du ciel et voit l'hélicoptère s'éloigner avec Hayley, il cesse enfin de répondre au scénario de Damon. Toute la première partie du film montrait un jeune homme qui cherchait à prendre des décisions rationnelles, même lorsqu'elles blessaient les personnes qu'il aimait.
Ici, la logique lui dit qu'il ne peut pas franchir la distance. Il court pourtant, ses jambes artificielles se déploient pleinement, sa vitesse devient presque impossible et il traverse le pont comme si sa détermination obligeait la technologie à révéler sa véritable capacité. Puis il heurte ce qui semblait être l'horizon. L'impact brise une barrière transparente et détruit d'un seul coup l'illusion d'un monde ouvert. Le désert, les routes, le canyon et l'installation militaire se trouvent à l'intérieur d'une structure beaucoup plus grande. Nick n'était pas enfermé dans un petit centre sous la terre. Il évoluait dans un immense compartiment reproduisant une portion de la Terre. Son évasion était réelle, mais seulement à l'échelle de la première cage. Il vient de sortir d'une pièce pour découvrir le bâtiment. Damon le rejoint et retire finalement son casque. Sous l'apparence humaine se trouve un visage mécanique et extraterrestre. La combinaison ne protégeait donc pas forcément un scientifique humain contre une contamination venue de l'espace. Elle cachait à Nick la nature de son observateur. Ce renversement explique le calme presque inhumain du personnage, mais il laisse de nombreuses questions ouvertes. Damon est-il un individu biologique augmenté, une machine ou une interface construite pour communiquer avec les humains? Le film ne donne pas assez d'informations pour trancher proprement. La dernière révélation est encore plus vaste. Derrière la paroi, Nick voit les étoiles. La structure portant le numéro 2.3.541 n'est pas un laboratoire terrestre. C'est un gigantesque vaisseau extraterrestre. Le numéro tatoué sur son bras ne désignait pas seulement un sujet ou un calcul menant à la zone 51. Il correspondait au monde artificiel dans lequel il avait été placé. À l'extérieur se trouve une cité étrangère, avec d'autres structures comparables visibles au loin. Le vaisseau semble arriver ou s'amarrer dans cet environnement, ce qui suggère que l'expérience terrestre a été transportée jusqu'au monde de ses créateurs. Cette image finale refuse de répondre aux questions les plus pratiques. On ne sait pas ce que Damon compte faire de Nick, si Ellie est encore accessible, si Jonah a survécu, depuis combien de temps l'expérience existe, ni combien d'humains ont été enlevés. On ne sait même pas, avec certitude, si tout ce qui précède la maison abandonnée s'est déroulé sur Terre comme Nick s'en souvient. Le film confirme l'enlèvement et la prison extraterrestre, mais il laisse volontairement l'origine exacte du programme dans l'ombre. Cette absence d'explication peut frustrer, mais elle préserve l'échelle vertigineuse du dernier plan. La grande ironie est que Nick réussit et échoue au même instant. Il dépasse la limite que Damon jugeait infranchissable. Il prouve que la volonté humaine peut pousser la technologie plus loin que prévu. Pourtant, cette victoire lui révèle une captivité infiniment plus grande. Il trouve la vérité, mais cette vérité ne lui offre aucune sortie immédiate. Voilà pourquoi la dernière image reste en tête. Ce n'est pas seulement un retournement destiné à surprendre. C'est le moment où un personnage comprend que tout son univers visible n'était qu'un décor, et que son véritable combat commence bien au-delà du cadre qu'il croyait devoir briser. Après la révélation du vaisseau, The Signal ne devient pas soudain un film parfaitement expliqué. Il devient plutôt un film que l'on peut enfin relire. Tout ce que Nick a vécu prend une autre dimension, mais aucune réponse ne ferme complètement le débat. C'est là que l'histoire devient plus intéressante qu'un simple jeu de devinette. Le mystère n'est plus seulement de savoir où se trouve le personnage. Il consiste à comprendre ce qu'il reste de lui après que son environnement, son corps et même ses souvenirs ont été placés sous le contrôle d'une intelligence extérieure. La première grande question touche à l'identité. Nick se définit par son intelligence, son indépendance et sa volonté de ne pas être considéré comme fragile. Avant même son enlèvement, il vit déjà une tension entre ce qu'il ressent intérieurement et l'image que son corps renvoie aux autres. Il refuse la compassion lorsqu'elle ressemble à de la pitié. Il veut décider lui-même de ce qu'Alei doit sacrifier ou non pour rester avec lui. Cette volonté semble généreuse, mais elle cache aussi un besoin de contrôler la manière dont les autres le regardent. Damon attaque précisément ce point. Il ne se contente pas d'enfermer Nick. Il transforme son corps sans permission, puis observe comment son esprit va réagir. Ses jambes artificielles lui donnent une puissance extraordinaire, mais elles lui rappellent aussi qu'une partie de lui a été retirée et remplacée. Nick devient-il moins humain parce que ses membres sont mécaniques? Le film ne semble pas répondre oui. Sa colère, sa peur et son amour restent intacts.
Ce qui menace son humanité n'est pas la technologie elle-même, c'est le fait qu'un autre être ait décidé à sa place de ce qu'il devait devenir. Cette distinction est essentielle. La science-fiction présente souvent la machine comme l'ennemi naturel de l'être humain. The Signal propose quelque chose de plus ambigu. Les jambes de Nick sont à la fois une prison et un moyen d'évasion. Elles prouvent qu'il a été traité comme un objet expérimental, mais elles lui permettent aussi de dépasser les limites imposées par Damon. La technologie n'a donc pas une valeur morale fixe. Tout dépend de celui qui la contrôle, du but pour lequel elle est utilisée, et surtout du consentement de la personne qui la reçoit. Jonah connaît une contradiction semblable. Ses bras modifiés prolongent son talent pour l'informatique. Avant l'enlèvement, il pénétrait dans des systèmes à l'aide d'un écran et d'un clavier. Après sa transformation, son corps devient lui-même une interface. C'est presque une réalisation littérale de son identité de hacker. Pourtant, cette évolution ne vient pas d'un choix personnel. Damon prend une qualité humaine, l'isole, puis la transforme en fonction. Nick devient le sujet qui court. Jonah devient celui qui ouvre ou détruit les systèmes. Les personnes risquent d'être réduites à ce qu'elles peuvent produire. Ellie occupe une place plus mystérieuse, et cette absence d'explication est révélatrice. Le dispositif installé près de sa colonne vertébrale suggère qu'elle a elle aussi été intégrée à l'expérience, mais le film ne montre pas clairement ses capacités. Elle reste davantage associée à la mémoire, à l'attachement et à la motivation de Nick. Cela peut frustrer, car le personnage possède moins d'autonomie dans la dernière partie. Mais sur le plan symbolique, Ellie représente ce que Damon ne peut pas mesurer facilement. La relation humaine qui pousse Nick à dépasser le comportement attendu. Damon comprend les corps comme des systèmes. Il teste leurs limites, enregistre les réactions et provoque des situations capables de produire des données. Nick, lui, ne court pas parce qu'un protocole le lui ordonne. Il court parce que Haley lui est arraché. Cette différence sépare les deux visions du monde. Pour Damon, une émotion est une variable utile. Pour Nick, elle donne un sens à l'action. Le même geste peut donc être observé de l'extérieur comme une performance technique et vécu de l'intérieur comme un acte d'amour ou de désespoir. Le film pose aussi une question dérangeante sur le libre arbitre. Nick croit prendre une série de décisions personnelles. Répondre à Nomade, suivre sa trace, entrer dans la maison, s'évader du centre et traverser le désert. Pourtant, chaque étape semble avoir été anticipée par Damon. La route vers le hacker est un appât. Le laboratoire est organisé pour provoquer certaines réactions. L'espace extérieur lui-même appartient à l'expérience. À partir de là, peut-on encore dire que Nick agit librement? La réponse n'est peut-être pas totalement négative. Damon peut construire le labyrinthe, mais il ne maîtrise pas chaque mouvement accompli à l'intérieur. Il prévoit que Nick essaiera de fuir, mais la force exacte avec laquelle celui-ci franchit la dernière barrière semble le surprendre. Le libre arbitre ne consiste donc pas forcément à vivre hors de toute influence. Personne ne prend ses décisions dans un vide parfait. Nous agissons tous à l'intérieur d'un corps, d'une histoire, d'une société et de circonstances que nous n'avons pas choisies. La liberté apparaît plutôt dans la façon dont nous répondons à ses limites. Nick ne choisit pas la cage, mais il choisit de la tester. Il ne choisit pas ses nouvelles jambes, mais il apprend à les utiliser contre le projet de son observateur. Il ne choisit pas la séparation avec Haley, mais il refuse d'accepter qu'elle soit simplement une donnée perdue. Cette lecture transforme la dernière course en quelque chose de plus qu'une scène spectaculaire. C'est un moment où le personnage reprend temporairement possession d'un corps qui lui avait été confisqué. Cependant, la victoire reste incomplète. La paroi brisée révèle une prison beaucoup plus vaste. Cette image peut se lire comme une métaphore de la connaissance. Chaque fois que nous pensons avoir compris le monde, nous découvrons parfois que notre explication appartenait à un cadre plus petit. Nick croyait que le centre était la cage. Puis il pense que le désert est l'extérieur. Ensuite, il comprend que tout le paysage se trouve dans un vaisseau. La vérité ne se présente pas comme une porte ouverte, mais comme une succession de murs plus éloignés. C'est aussi une manière de parler de la perception. Depuis le début, Nick fait confiance à ce qu'il voit, même lorsqu'il doute des paroles de Damon. Or, le dernier plan lui apprend que la vision elle-même peut être fabriquée. Un horizon n'est pas forcément un horizon.
Un ciel n'est pas forcément un ciel. Une route ne conduit pas nécessairement vers un lieu réel. Le film rejoint ici une peur très contemporaine. Que se passe-t-il lorsque les outils permettant de vérifier le monde sont contrôlés par ceux qui veulent nous tromper? Le piratage informatique du début prépare ce thème. Nomad entre dans des systèmes, déplace des informations et transforme les écrans en pièges. Plus tard, Damon fait la même chose à une échelle physique. Le désert artificiel ressemble à une interface dans laquelle Nick se déplace sans connaître le code. Les routes deviennent des menus, les postes de contrôle des barrières d'accès et le laboratoire une zone réservée aux administrateurs. Damon ne pirate pas seulement un ordinateur, il pirate l'expérience humaine de ses sujets. Le titre prend alors plusieurs sens. Le signal le plus évident est celui qui attire Nick et Jonah vers Nomad. C'est un message numérique, une provocation et une piste. Mais un autre signal circule à travers le film, celui du corps. La douleur, la peur, le désir de protéger quelqu'un et l'instinct de survie transmettent des informations que Damon essaie de mesurer. Nick reçoit des données du monde extérieur, mais il reçoit aussi des messages venant de lui-même. Son corps transformé lui paraît d'abord étranger, puis il découvre ce qu'il peut faire en l'écoutant. On peut aller encore plus loin. Le véritable signal pourrait être cette part de volonté que Damon ne parvient pas à réduire à une formule. Il possède une technologie immense. Il contrôle l'espace et les informations. Il peut modifier des corps humains. Pourtant, il continue d'effectuer des tests, comme s'il cherchait encore quelque chose qu'il ne sait pas fabriquer. Ce quelque chose pourrait être la capacité humaine à donner un sens personnel à la souffrance, à transformer un attachement en force et à agir au-delà du comportement prévu. Cette lecture donne une dimension presque spirituelle à un film pourtant rempli de machines. L'âme n'est jamais nommée, et rien n'oblige à employer ce mot. Mais The Signal semble s'interroger sur l'existence d'un noyau intérieur qui résiste à la modification. Si l'on remplace les jambes, les bras ou une partie de la colonne vertébrale, la personne reste-t-elle la même? Nick conserve ses souvenirs, ses peurs et son amour pour Hailey. Son identité paraît donc moins liée à la matière précise de son corps qu'à la continuité de ses choix et de ses relations. Mais le film ne romantise pas complètement cette idée. Nick souffre réellement de sa transformation. Il ne suffit pas de dire que l'esprit reste libre pour effacer la violence faite au corps. L'identité humaine dépend aussi du sentiment d'habiter sa propre enveloppe, de reconnaître ses mouvements et de décider qui peut la toucher. Damon détruit cette intimité. Même si les implants offrent des capacités extraordinaires, ils restent le résultat d'une agression. La puissance ne compense pas l'absence de consentement. Il y a enfin une dimension liée au passage à l'âge adulte. Au début, Nick, Hailey et Jonah sont entre deux étapes de leur vie. Leur voyage accompagne un changement qu'ils n'ont pas complètement choisi. Les études, la distance et les relations les obligent déjà à imaginer une nouvelle version d'eux-mêmes. L'expérience de Damon transforme cette inquiétude normale en cauchemar de science-fiction. Grandir signifie souvent découvrir que le monde est plus vaste, plus contrôlé et moins juste qu'on ne le pensait. Pour Nick, cette découverte devient littérale. The Signal parle donc de cages visibles et invisibles. Le handicap, la peur du regard des autres, la manipulation numérique, le laboratoire, le désert artificiel et le vaisseau sont des niveaux différents d'un même problème. Chacun définit ce que Nick croit pouvoir faire. Le personnage avance en refusant successivement ces définitions. Il ne devient pas libre de manière absolue, mais il élargit le territoire dans lequel sa volonté peut agir. Cette ambiguïté explique pourquoi le film continue de provoquer des discussions. Sa fin ne donne pas un manuel complet de l'univers. Elle offre plutôt une image capable d'accueillir plusieurs lectures. Un enlèvement extraterrestre, une expérience sur la volonté, une métaphore du corps transformé ou une réflexion sur notre confiance envers la réalité. Ces interprétations peuvent coexister parce qu'elles partent toutes du même conflit entre contrôle extérieur et identité intérieure. Mais une œuvre ne vit pas uniquement à travers ce qu'elle voulait dire. Elle vit aussi dans la manière dont le public et les critiques l'ont reçue. The Signal a impressionné certains spectateurs par son ambition visuelle et son dernier retournement, tandis que d'autres ont vu dans ces mystères des questions insuffisamment développées. Dans la prochaine partie, nous allons regarder cette réception sans la simplifier. Les notes,
Les critiques françaises et internationales, le parcours commercial et les rares reconnaissances obtenues par ce petit film qui voulait donner l'impression d'être immense. Après avoir traversé les différentes cages de The Signal, il reste une dernière question. Comment le film a-t-il été reçu lorsqu'il a envoyé son étrange message au public? La réponse ressemble beaucoup au récit lui-même. Certains spectateurs ont capté sa fréquence immédiatement. D'autres n'y ont entendu qu'un ensemble de promesses incomplètes. Entre les deux, beaucoup ont reconnu le talent visuel de William Eubank sans être totalement convaincus par son scénario. Le film n'a donc jamais provoqué une admiration unanime, mais il a obtenu quelque chose de presque aussi précieux pour une petite œuvre de science-fiction, une identité que les gens continuent de discuter. Sur Rotten Tomatoes, environ 6 critiques sur 10 ont été considérées comme favorables. Ce chiffre décrit assez bien le climat général. The Signal n'a pas été rejeté comme un échec total, mais il n'a pas non plus réussi à transformer son ambition en victoire critique incontestable. Le consensus reconnaît les grandes idées et la maîtrise technique du réalisateur, tout en reprochant au récit de ne pas les organiser de manière suffisamment solide. Autrement dit, les critiques voyaient le talent. Elles doutaient surtout de la construction utilisée pour le présenter. Metacritic lui attribue une note de 54 sur 100, calculée à partir de 34 critiques professionnelles. Cette moyenne indique une réception partagée. Parmi les avis positifs, certains ont apprécié le mélange de science-fiction exigeante, de sentiments amoureux et de thrillers à retournement. Le film a été comparé à un épisode plus spectaculaire de la 4e dimension ou de X-Files. Sa capacité à créer un univers visuellement convaincant avec peu de ressources a également été saluée. Même plusieurs critiques réservées ont reconnu que William Eubank était un réalisateur à surveiller. Les reproches reviennent cependant avec une régularité remarquable. Le rythme paraît trop lent à ceux qui attendaient une aventure immédiate. Les personnages secondaires semblent parfois insuffisamment développés. Le scénario ouvre beaucoup de portes, puis refuse de montrer clairement ce qui se trouve derrière chacune d'elles. Et lorsque la révélation finale arrive, elle produit 2 réactions opposées. Pour certains, elle agrandit brillamment le film en quelques secondes. Pour d'autres, elle ressemble à une nouvelle question utilisée pour éviter de répondre aux précédentes. Cette division n'est pas seulement internationale. En France, The Signal affiche une moyenne spectateur de 2,6 sur 5 sur Allociné, à partir de plus de 1300 notes. Le résultat est assez faible, mais les commentaires montrent une réalité plus nuancée que le simple chiffre. Certains spectateurs francophones parlent d'un film original, oppressant et visuellement très réussi. Ils apprécient sa lenteur parce qu'elle permet de partager la désorientation de Nick. D'autres décrivent au contraire une expérience ennuyeuse, incohérente ou trop dépendante de sa conclusion. Ce désaccord révèle probablement la difficulté principale de The Signal. La campagne et l'apparence du film peuvent attirer des publics cherchant des expériences très différentes. Le spectateur venu pour Laurence Fishburne et une grande histoire d'extraterrestres risque de trouver le début trop intime. Celui qui apprécie les thrillers de piratage peut se sentir abandonné lorsque le récit change de genre. Le passionné de mystère, lui, peut adorer le trajet mais demander davantage de réponses. Le film possède plusieurs portes d'entrée, mais aucune ne prépare parfaitement à toutes les pièces de la maison. Sa diffusion française a renforcé cette situation. The Signal n'a pas bénéficié d'une grande sortie nationale dans les salles françaises. Il est arrivé en vidéo à la demande le 22 décembre 2014, avant de circuler par le marché domestique et les catalogues numériques. Il n'a donc pas connu en France une véritable période de conversation collective, avec des séances, des critiques publiées au même moment et un bouche à oreille concentré. Sa découverte s'est faite de manière fragmentée. Un spectateur le trouvait sur une plateforme, un autre sur un disque. Parfois plusieurs années après sa production, cette forme de circulation correspond étrangement bien à son titre. The Signal n'est pas arrivé comme une annonce massive. Il s'est transmis discrètement d'un amateur de science-fiction à un autre. Quelqu'un disait « Ne regarde pas la bande-annonce, ne lis rien, va jusqu'à la fin ». Ce type de recommandation crée une attente particulière. Il protège la surprise, mais il peut aussi donner au dernier retournement une réputation tellement grande que le film réel
ne parvient plus à l'égaler. Plus on promet un choc, plus le spectateur cherche à le deviner. Aux États-Unis, la sortie en salle est restée limitée. Le film a commencé sur 120 écrans et n'a jamais dépassé un peu plus de 200 cinémas. Il a rapporté environ 600 000 $ sur le marché américain, puis un peu plus de 2 millions à l'international, pour un total mondial proche de 2,7 millions de dollars. Ces chiffres ne représentent pas nécessairement toutes les recettes générées plus tard par les ventes de disques, les locations numériques, la télévision ou les plateformes. Ils montrent cependant que son exploitation cinématographique n'a pas permis d'en faire un succès commercial traditionnel. Le budget exact varie selon les bases consultées. Certaines sources françaises mentionnent 2 millions de dollars, tandis que les bases commerciales américaines l'estiment plutôt autour de 4 millions. Dans les deux cas, une chose reste claire. The Signal a coûté très peu par rapport à l'échelle qu'il tente de créer, mais un film peut paraître cher sans devenir rentable. Le public doit encore savoir qu'il existe, comprendre ce qu'on lui propose et avoir accès à une salle qui le diffuse. Sur ces 3 points, cette production indépendante partait avec un désavantage considérable. Elle a tout de même reçu une reconnaissance particulièrement logique au Festival international du film fantastique de Catalogne, à Sitges. William Eubank y a remporté le prix des meilleurs effets spéciaux. Ce prix récompense exactement l'élément que même beaucoup de critiques négatives ont eu du mal à nier. Le film réussit à produire des images de grande science-fiction avec un budget minuscule, en combinant prothèses, cascades, décors existants et travail numérique. Ce n'est pas une récompense de consolation, c'est la reconnaissance du domaine dans lequel The Signal exprime le plus clairement sa personnalité. Le film avait également été présenté à Sundance dans la section New Frontier. Cette sélection le plaçait parmi des œuvres intéressées par l'expérimentation, les nouvelles formes et le déplacement des frontières habituelles. Là encore, le choix paraît adapté. The Signal n'est pas radical au point de rejeter le cinéma narratif classique. Il possède des héros, une poursuite, un antagoniste et un retournement, mais il les combine d'une manière qui refuse de rester stable. Il commence comme un récit indépendant de jeunes adultes, passe par l'horreur clinique, puis termine sur une image de science-fiction cosmique. Avec le temps, cette instabilité est devenue l'une de ses principales qualités aux yeux de ses défenseurs. Le film appartient à cette catégorie d'œuvres imparfaites que l'on recommande davantage pour leurs idées que pour leur équilibre. On ne le montre pas forcément à quelqu'un en affirmant que chaque scène fonctionne parfaitement. On le montre parce qu'il tente quelque chose. Il prend des risques visuels. Il transforme un faible budget en langage artistique. Il laisse une dernière image suffisamment forte pour donner envie de reprendre l'histoire depuis le début. Son héritage se trouve aussi dans la carrière des personnes qui y ont participé. Olivia Cooke est ensuite devenue une actrice beaucoup plus connue, passant par des productions comme Ready Player One, Sound of Metal et House of the Dragon. Brenton Thwaites a poursuivi une carrière mêlant grande production et télévision. Bo Knapp a multiplié les rôles dans des thrillers, des films indépendants et des séries. William Eubank, lui, a continué à travailler dans la science-fiction et le cinéma de genre, notamment avec Underwater, où l'on retrouve son goût pour les espaces fermés, les environnements hostiles et les personnages, confrontés à quelque chose de bien plus vaste qu'eux. Il serait exagéré de prétendre que The Signal a transformé durablement le cinéma de science-fiction ou qu'il a créé un mouvement imité par toute l'industrie. Son influence directe reste difficile à mesurer. Il n'est pas devenu une franchise et aucune suite officielle n'est venue répondre aux questions laissées ouvertes. Son importance est plus modeste, mais aussi plus concrète. Il sert d'exemple à ceux qui veulent produire une sensation de grandeur sans posséder les moyens d'un studio majeur. Le film rappelle qu'une œuvre de science-fiction ne devient pas ambitieuse uniquement grâce au nombre de créatures ou à la taille des explosions. L'ambition peut se trouver dans une rupture de point de vue, dans un décor qui change soudain de sens, ou dans une question simple poussée jusqu'au vertige. Et si le monde que vous voyez n'était qu'une pièce? Et si votre corps était devenu une technologie que vous ne comprenez pas? Et si la personne qui prétend vous examiner était aussi celle qui vous avait attiré dans le piège? On peut reprocher à The Signal de ne pas développer toutes ces questions.
C'est une critique légitime. Hayley méritait davantage d'espace. Le sort de Jonah reste abrupt. Damon possède une présence fascinante, mais ses motivations restent presque totalement abstraites. Certaines scènes extérieures donnent l'impression d'introduire des pistes que le film abandonne aussitôt. Le mystère fonctionne parfois comme une véritable profondeur, et parfois comme une absence volontaire d'explication. La frontière entre les deux est mince. Pourtant, l'image finale continue de donner une forme à toutes ces imperfections. Nick se tient devant un univers qu'il n'avait jamais imaginé, après avoir brisé la limite qu'on lui présentait comme définitive. Il n'est pas libre. Hayley lui a été retirée. Jonah semble perdu. Damon contrôle encore la situation. Mais quelque chose a changé. Nick voit enfin la cage. Et voir la cage, même lorsqu'on ne peut pas encore en sortir, constitue déjà une victoire sur celui qui voulait la faire passer pour le monde entier. C'est peut-être le souvenir le plus fort que laisse The Signal. Pas la technologie, pas le nom écrit à l'envers, pas même le visage révélé sous le casque. Ce qui reste, c'est ce mouvement vers la paroi. Un jeune homme transformé contre sa volonté utilise précisément cette transformation pour atteindre une vérité qu'on voulait lui cacher. Damon cherchait à mesurer la puissance de ses jambes. Nick lui répond en prouvant que la force ne vient pas uniquement de la machine, mais de la raison pour laquelle quelqu'un décide de courir. Alors, The Signal est-il un grand film incompris ou une superbe démonstration visuelle enfermée dans un scénario fragile? Chacun peut choisir sa réponse. La plus juste se trouve probablement entre les deux. C'est une œuvre inégale, ambitieuse, parfois frustrante et souvent magnifique. Elle ne transmet pas un message parfaitement propre. Il y a du bruit, des coupures et des informations manquantes. Mais au milieu de toutes ces interférences, quelque chose passe malgré tout, et des années plus tard, nous essayons encore de le décoder.